Bah écoutez, d'abord, merci à Julien et Paul de m'avoir convié ce matin pour parler un peu d'automobile. Je vais me présenter très vite. Donc, je suis Nicolas Meillan. Je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle Frost & Sullivan. Et je travaille sur le domaine du transport et de l'énergie. En fait, c'est un cabinet de conseil en stratégie. Avant de faire ça, j'ai travaillé chez PSA et chez Renault. J'étais ingénieur crash. Sur la 308 notamment. Donc mon travail c'était d'envoyer la voiture contre des murs et que les gens à l'intérieur se fassent le moins mal possible. Et donc avant ça, moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait l'école des travaux publics et le MIT à Boston. Et à côté de ce que je fais chez Frost & Sullivan, je suis aussi impliqué régulièrement dans le think tank de Jean-Marc Jancovici, The Shift Project. Je fais partie de l'ASPO, Association pour Study of Peak Oil, et je vais bientôt m'impliquer dans un autre think tank qui s'appelle Terra Nova. Donc aujourd'hui, on va parler de voitures. Donc le principe, c'est que, alors avec vous, ça va pas être difficile, mais d'habitude quand je présente, je pars du principe que j'ai pas envie de travailler tout seul, donc je fais interagir la salle. Là, je pense que j'aurai pas de mal à vous faire interagir de toute façon. Donc le but, c'est que vous me coupiez, vous me posez des questions, parce que si vous le faites pas, ça va aller assez vite. Donc faut pas hésiter à me couper et je vais commencer déjà par vous poser des questions, vous faire un peu travailler. Donc là on va parler de la voiture future ou de la mobilité du futur. Mais avant de parler de ça et avant de trouver la solution, il faut bien évidemment se poser les bonnes questions et trouver quels sont les problèmes. En fait, quels sont les problèmes qu'on a aujourd'hui et auxquels on va devoir répondre avec cette voiture. Alors je vais vous poser la question, quels sont aujourd'hui les problèmes qui sont liés à la mobilité et à l'automobile. On n'arrive pas à se garer. On n'arrive pas à se garer. Stationnement, c'est un problème en ville. Clairement. Quoi d'autre? Ça pollue. Ça respecte pas les vélos. La pollution. La pollution, c'est un autre problème extrêmement important, notamment en ville, parce qu'on a des concentrations qui sont assez élevées. On a effectivement un problème par rapport au vélo, pas forcément d'emprise au sol. Qu'est-ce qu'on a comme autre problème? L'emprise au sol aussi, ça prend pas. L'emprise au sol, donc l'emprise au sol, ça rejoint un peu le stationnement, mais ça va aussi rejoindre les bouchons. On en va parler, quand même, les bouchons, on passe pas mal de temps là-dedans. Ça tue les jeunes et les sangliers. En ville, je sais pas, mais effectivement, il faut faire attention. Des matières premières. Des matières premières, effectivement, c'est important quand on a des grosses voitures, ça consomme beaucoup plus de matières premières que des petites voitures. Donc, ça fait du bruit. La pollution, en fait, on pense souvent à la pollution atmosphérique, mais la pire, c'est bien la pollution sonore. Et ça, il suffit de se rendre compte le nombre de fois où on s'arrête de parler à son ami quand on est dans une terrasse et quand il y a une moto qui passe ou un bus pour se rendre compte de l'effet. Il en manque encore, hein. Ça va pas assez vite. Bon, dans ce cas-là, il faut prendre l'avion. Ça va mieux. Ah, t'as entendu quelque chose là? Ça émet un peu de CO2. Ça émet un peu de CO2. Ah bah oui, un peu de CO2, effectivement, ça fait partie des choses qu'on va regarder. Et quoi d'autre sinon? Bon, je vais vous aider. Ah, du pétrole, c'est pas faux. Ça utilise du pétrole, et le pétrole, peut-être qu'on n'en a pas en quantité limitée. Donc on va faire attention à ça. Et il y en a encore deux autres, mais ceux-là, on ne me les cite jamais, donc je vais vous les donner. Le recyclage. Recyclage. Ouais, c'est sûr qu'il faut raisonner un peu en cycle de vie. Les pneus, on peut les brûler, non? Non, alors les autres... moi, je dis ça comme ça. Deux défis globaux, les CO2 et l'épuisement des énergies fossiles, notamment le pétrole. Trois défis qui sont plutôt locaux, qui vont être la pollution, les bouchons et le stationnement. Et après, il y a quand même deux autres défis dont on ne parle pas souvent. C'est quand même l'emploi. C'est-à-dire que si ça crée de l'emploi plutôt que ça détruit de l'emploi, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et aussi la balance commerciale, donc ça on parle encore moins. C'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, 90% du déficit de notre balance commerciale, c'est d'acheter du pétrole et du gaz. Donc si on en achetait un peu moins, ce serait pas forcément une mauvaise chose, parce qu'en fait, le déficit de la balance commerciale, c'est juste qu'on vit un peu à crédit. C'est aussi très dangereux. Le transport. Non, la voiture. La voiture, mais là on parle du transport, oui, la voiture, effectivement, c'est dangereux. C'est plus dangereux que le vélo, oui, en ville. Alors après, ça dépend des statistiques, mais
La voiture, ça tue 4000 personnes en France par an, ça tue 10 fois moins que la pollution, bien évidemment, 40 000, et un peu moins que les cigarettes aussi. Mais si vous prenez un pays comme la Thaïlande, vous avez plus de 10 000 personnes par an qui meurent en deux roues. Donc il y a un juste milieu. Quand on parle de deux roues, ce qui est bien important, c'est de voir est-ce qu'ils ont leur piste cyclable à eux pour circuler ou pas. Après, c'est vrai que si vous prenez les statistiques de Paris, des morts en vélo par an, il y en a maximum 5, alors qu'en voiture ou en piéton ou en deux roues, il y en a beaucoup plus. Alors maintenant qu'on a trouvé les défis, on va pouvoir s'intéresser aux solutions. On va trouver une solution finalement qui permet de s'affranchir un peu peut-être des énergies fossiles, de faire baisser les émissions de CO2, d'atténuer, voire de limiter, voire d'arrêter la pollution, les bouchons, le stationnement, et puis de créer des emplois, pourquoi pas. Et alors là, en fait, il y a quelques années, les gens se sont dit, bon, le problème c'est la voiture thermique. Bon, on va faire de la voiture électrique. Bon. Alors, est-ce que la voiture électrique, et j'avais oublié un truc, c'est que c'était la voiture électrique individuelle, en fait. Est-ce que la voiture électrique est-elle le futur de la mobilité? Donc on s'est focalisé sur l'aspect thermique de la chose, lié à la pollution, etc. Mais en fait, le problème, comme vous l'avez dit, c'est pas tant qu'elle soit thermique ou électrique, c'est surtout qu'elle soit individuelle et que vous êtes en ville dans un espace qui est contraint. Et dans un espace qui est contraint, la question c'est est-ce qu'on va tous pouvoir demain rouler dans sa propre voiture, sachant qu'on sera à plus de 7 milliards avec 90% des gens qui vont, peut-être pas 90%, un peu moins, mais qui vont vivre en ville. Et là, on comprend très bien que quand on est en ville, si on a le choix entre le bus, le vélo et la voiture et qu'on pense en prise au sol, ça prend un peu moins de place de se balader en vélo ou en bus que en voiture. Alors là, il n'y a pas 60 voitures parce qu'en fait, dans la voiture, on n'est pas tout seul. On est 1,4 personnes en moyenne. Mais on comprend bien que ça pose un problème. Alors finalement, le vrai problème en ville, c'est la voiture thermique. Ça, on avait bon. Mais individuelle. Et ce qui est le plus gênant, c'est le mot individuel. 1,4 par personne. C'est en France, 1,4. En France, ouais. En ville ou en général? En général. En général, le taux de remplissage, c'est 1,4 par voiture en France. Ouais, mais en même temps, on parle. C'est vrai que quelque part, c'est plus efficace de transporter 60 personnes dans un bus que 60 personnes dans 40 voitures. Mais d'un autre côté, si on a bien prendre des voitures, c'est aussi que ça permet d'aller directement d'un point A à un point B. Il y a quand même une efficacité qui est quand même meilleure dans beaucoup de circonstances, alors peut-être pas dans le centre-ville parisien, voilà. Mais et puis et des bus vides, des lignes de bus avec 3 personnes dans le bus, je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup, quoi. Ah mais ça c'est effectivement. Donc, ça, il y en a beaucoup des lignes comme ça. C'est important que le bus soit rempli. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des zones où il y a des solutions alternatives. Il y a des transports en commun, on peut faire du vélo, on peut facilement faire du covoiturage, on peut facilement faire de l'autopartage, on a Autolib, et il y a des zones où il n'y a rien. Et quand on n'a rien, à part ses pieds ou son vélo, là c'est voiture. Mais il faut bien faire la part des endroits où on a les alternatives qui sont possibles et qu'on n'utilise pas aujourd'hui, souvent. Et là, on n'a pas d'alternative, et là, on doit prendre sa voiture. Mais généralement, quand on est en milieu urbain, où plus de 3/4 de la population vit, vous avez des alternatives qui existent, et d'autant plus qu'avec le développement d'Internet, de la géolocalisation et de votre smartphone, vous pouvez faire beaucoup plus de choses qu'il y a 15 ans, c'est-à-dire trouver qui, près de chez moi, qui de mes voisins travaille au même endroit et avec qui je vais pouvoir aller au boulot, quelle voiture a une plaque pair ou impair que je vais pouvoir prendre pour circuler, à quelle heure passe le bus et combien de temps ça va me prendre si je prends le bus, les Vélib, le machin, tout intégré. Ça, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Donc là, il y a quand même des alternatives. Et si vous prenez l'exemple de la journée à circulation alternée d'il y a quelques semaines, je ne crois pas que ça ait été un fléau pour les gens, parce que déjà, la première alternative qui était très bien, c'était rester chez soi. Télétravail, il y a 15 ans, ça n'existait pas, il n'y avait pas Internet. Et puis ensuite, vous avez le covoiturage, les sites de covoiturage et d'autopartage ont explosé. Donc c'est bien que quand on contraint l'usage, les autres se développent. Et finalement, aujourd'hui, un des problèmes principaux qu'on a, c'est que on a des solutions, mais comme on ne contraint pas le problème, on continue à l'utiliser. Et sauf que contraindre le problème, c'est pas très
ça paye pas beaucoup au niveau des élections. Donc, surtout avant les municipales. Alors maintenant, on a 6 ans où peut-être qu'ils vont pouvoir prendre des mesures un peu plus courageuses, mais avant, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les APA ont été abandonnés. Hein. C'est parce que c'était une initiative qui était mise en place 1 an et demi avant les élections municipales. Les APA, oui, excusez-moi. Les APA, c'est les zones d'action prioritaires pour l'air, qui consiste à dire que dans certaines villes, vous n'allez pas laisser l'accès aux voitures les plus polluants au milieu de la ville, quoi, en gros. Et ça existe en Europe, il y en a plus de 200. Il y en a 50 en Allemagne. Le seul pays où il n'y en a pas en Europe, c'est en France. Alors qu'on est quand même le pays le plus dieselisé, donc qui émet pas mal de particules. Et pourquoi ? Juste parce que on a essayé de faire ça. Ça sortait du Grenelle de l'environnement en 2009, donc c'était quand même il y a assez longtemps. Et sauf que quand ça devait être mis en place à partir de septembre 2012, on s'est dit que quand même il y avait les élections en mars dans 1 an et demi. On va attendre, on verra après. Bon, de toute façon, ils ont quand même perdu, mais... Bref. Donc, on repart sur nos problèmes. Le problème, c'est bien la voiture thermique individuelle. Donc, la solution, c'est très simple. C'est la petite voiture, petit véhicule, électrique, partagé. Et donc ça vous dit quelque chose ? Autolib. Voilà. Alors, Autolib, on peut en parler 2 secondes. Autolib, c'est une très bonne solution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent Autolib, c'est des gens qui n'ont pas de voiture. Donc, ils prennent Autolib à la place de prendre le métro, ils prennent l'autolib à la place de prendre le taxi. Et souvent, c'est pas des gens qui ont une voiture et qui s'en débarrassent. Pourquoi ? Parce qu'on ne contraint pas l'usage de la voiture individuelle. Donc Autolib, c'est une excellente solution, mais par contre, il va quand même falloir contraindre l'usage de la voiture individuelle par différentes solutions. Une solution, ça peut être de faire payer le prix du parking, par exemple. Si vous habitez dans Paris, vous payez 12 € par mois pour mettre votre voiture dans la rue. Pas vraiment c'est pas cher. Si vous payez 200 € et qu'on vous dit, si tu la partages, tu payes 12, là, vous allez peut-être commencer à la partager. Ou alors vous allez la vendre. Si vous mettez un péage urbain dans la ville et qu'on vous dit, si tu as 2 ou 3 dans ta voiture, tu payes pas. Ou si ta voiture fait moins de 700 kg, tu payes pas. Vous allez commencer à avoir des choses qui se passent. Et pour l'instant, étant donné qu'il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors on est sur un problème d'infrastructure finalement. On n'a pas assez de routes pour trop de voitures. Donc il y a 4 solutions. Soit on fait plus de routes. Donc ça c'est ce qui se fait bien aux États-Unis ou en Chine. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Je pense que c'est plutôt les États-Unis d'ailleurs. Mais je pourrais pas vous dire où c'est. Donc est-ce qu'on fait plus de routes ? Est-ce qu'on se fait des autoroutes urbaines qui passent dans Paris, etc. Bon, c'est pas trop la tendance c'est plutôt moins de routes, c'est plutôt les couloirs de bus, c'est plutôt de fermer les berges. Donc ça, a priori, ça fait pas vraiment partie de la solution, en tout cas chez nous. Donc dans ce cas-là, plus de routes. Donc dans ce cas-là, on peut aussi faire moins de voitures. Bon, ça c'est des autolibres, ça prend de la place, mais elles sont quand même partagées. Moins de voitures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre des quotas, comme c'est fait en Chine, sur la circulation de voitures. Ça veut dire mettre des quotas sur l'immatriculation de voitures. Ça veut dire faire de la circulation alternée, et ça veut dire aussi de l'autopartage. En gros, vous empruntez facilement un tire-bouchon à votre voisin. Bon, vous pourriez presque lui louer sa voiture. Il n'y a pas un grand gap entre les deux. Et puis ça tombe bien parce que votre voisin qui a aussi une voiture, il se trouve que vous l'utilisez jamais en même temps que lui. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin chacun d'avoir une voiture ? C'est pas sûr. D'ailleurs, quand on est dans une famille 4, 5 ou 6 et qu'on n'a qu'une seule voiture, on fait de l'autopartage. Hein. Et généralement, ça marche. On s'organise. Et puis quand ça marche pas, on prend le transport en commun et puis ça marche très bien. Alors, l'autre solution, c'est, j'en ai parlé, 1,4 personnes par voiture. Donc, c'est de se mettre à plus dans une voiture. Et en plus, dans une Smart, ça tombe bien, c'est une petite voiture. Et elle peut même être partagée si vous avez du Car2Go. Donc là, on est parfait. Covoiturage. Donc ça, c'est soit le covoiturage sur le longue distance. Ça, c'est vraiment Blablacar. Je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ont essayé, et ça c'est une excellente alternative parfois au train et c'est aussi moins cher. Mais maintenant, grâce justement au smartphone, internet et le géolocalisation, vous pouvez faire du covoiturage en trajet domicile-travail et trouver des gens près de chez vous qui font exactement la même chose que vous. Et donc c'est extrêmement efficace. Alors ça c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et là, vous n'arrivez pas à lire, donc je vais le faire pour vous. Ça, c'est une Renault Twingo, c'est l'emprise de sol d'une Renault Twingo. Au-dessus, vous avez la Smart.
En blanc, vous avez la Renault Twizy, qui est probablement le véhicule le plus stupide que j'ai jamais vu. Et puis parce qu'en fait, vous avez tous les défauts du scooter et tous les défauts de la voiture. Donc bon, quelqu'un roule en Twizy par ici. Bon voilà, ça me rassure. Et puis après, vous avez le Piaggio 3 roues. Le MP3, je pense que c'est ça. Et donc, on voit qu'en fait, même une Twingo, c'est pas non plus une grosse voiture. Hein. Mais en fait, on pourrait être capable aujourd'hui de prendre une voiture normale et de la couper en 4. Une fois dans le sens de la largeur, ça fait la Smart, et puis une fois dans l'autre sens, ça peut vous faire des véhicules type, certains connaissent peut-être, quelque chose qui s'appelle un Rainbow System. C'est une sorte de scooter carrossé, inclinable, avec un peu cabriolet, c'est-à-dire que vous pouvez protéger et déprotéger, et qui se conduit sans casque. Mais on comprend bien qu'en ville, soit on se met plus dans la voiture, soit on fait une voiture plus petite. En gros, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui pourrait être efficace pour se transporter? Oui. Une question, alors je ne sais pas trop comment poser, mais c'est peut-être plus en lien avec la slide d'avant. Tu parlais donc de le taux moyen de covoiturage, on est 1,4 par voiture. Ouais. Un truc sur lequel j'ai jamais vu donner, c'est peut-être le taux moyen de transport, parce que je me rends compte à la campagne que le fait d'avoir une grosse voiture, c'est souvent on dimensionne à la taille qu'on a besoin maximale exceptionnellement, parce qu'un jour à la campagne, on pourrait tous voyager en micro-voiture, sauf qu'à un moment donné, on a besoin au moins de remettre quelque chose dans le coffre qui est lourd, machin. Moi je l'ai vu avec un agent il n'y a pas très longtemps, mais heureusement que ma copine a une voiture, parce que quand il faut aller chercher un meuble à 10 km en vélo, c'est un peu dur. Et quand on est coincé sur un usage ponctuel comme ça, c'est parfois très difficile de trouver une solution de recharge. Alors il peut y avoir la location, qui peut être une bonne option dans ces cas-là, mais qui n'est peut-être pas suffisamment développée. Alors je ne sais pas si tu as des pistes d'alternatives sur ces trucs, où quand on est en famille, la voiture elle sert peut-être juste aux parents et au travail une fois par jour, et puis une fois tous les 4-5 mois, elle sert à amener tout le monde en vacances avec 4 personnes dans la voiture. Alors effectivement, le problème de l'automobile finalement, c'est qu'on l'achète, les gens l'achètent pas qu'à la campagne, hein, partout, par rapport à son usage le plus dimensionnant. Donc on l'achète par rapport au trajet qu'on va faire pour aller en vacances dans le sud, je sais pas où, avec toute la famille, les bagages, ou pour aller une fois au ski. Et sauf que ça représente 1% de l'usage de la voiture. Sauf que pour 1% de l'usage, on va acheter une grosse voiture, alors que pour 99% des cas, une petite voiture ferait l'affaire. Il y a des gens qui ont compris ça depuis longtemps, qu'on fait une... Comment? Ah oui. Effectivement. Souvent, il y a des gens qui ont 2 voitures, mais non, mais parfois ils en ont qu'une seule et ils roulent avec la grosse. C'est des gens qui s'appellent UCAR. UCAR, en fait, c'est des gens qui proposaient à la location des voitures plus petites. Et le jour où vous avez besoin d'une voiture plus grande, ils vous la prêtent. Ils vous trouvent une voiture plus grande. Et ça va être possible. Et on voit bien que, en fait, le futur de l'automobile, ça va vraiment être ça. Ça va être de se focaliser sur les usages et de effectivement pouvoir rouler dans une petite voiture qui sert et qui couvre 80% des trajets. Et le jour où on a besoin d'autre chose, soit on la loue, ou soit on a surtout l'autopartage. Alors l'autopartage, ça veut dire prendre celle du voisin, sauf que celle du voisin, souvent, peut-être que le voisin il a envie de partir en vacances en même temps que vous. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui va être intelligent, c'est de mettre en commun et les voitures particulières et les voitures d'entreprise. Et quand vous arrivez à faire bouger ce parc ensemble, donc avoir une utilisation plus intensive du parc, vous allez pouvoir résoudre ce problème-là. Moi, c'est vrai que j'ai posé cette question il y a une semaine justement à cette personne de UCAR. Je lui ai dit, bon, moi je comprends bien la petite voiture la semaine et la grosse voiture le week-end, mais on va tous vouloir la prendre la grosse voiture. Donc on va faire comment? Il fait, ben non, parce qu'en fait, vous allez pouvoir prendre les voitures de l'entreprise. Et c'est vrai que les voitures de l'entreprise, généralement le week-end, elles marchent moins. Enfin, j'espère pour vous. Il n'y a pas un problème d'assurance dans tout ça quand même Il y a un problème d'assurance, oui, mais ce ne sont pas des problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Aujourd'hui, vous pouvez déjà prendre la voiture de votre voisin, vous allez sur Voiture Libre ou sur Buscar ou sur d'autres choses. C'est effectivement le seul problème, c'est que quand vous prenez cette voiture-là, il y a une assurance qui n'est pas la vôtre, mais c'est des choses qui existent déjà et donc qui ne posent plus problème. Mais effectivement, mais c'est des choses qui se développent de plus en plus. Alors maintenant, si vous habitez dans la campagne et vous n'avez pas de voisin, bah, un peu plus compliqué, mais bon. Alors, on part sur le moyen de transport. Oui. Par rapport à toutes ces... En gros, l'idée, c'est un peu, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites par des changements d'usage, d'attitude, de comportement.
J'ai l'impression qu'il y a, enfin, c'est peut-être une expérience personnelle, souvent quand on n'a pas de voiture, on s'habitue à avoir des trucs alternatifs et faire du covoiturage ou autre chose. Puis le jour où on a sa voiture individuelle pour 1 an, 2 ans ou autre chose, parce qu'on est la campagne et qu'on n'a pas trop le temps, on y goûte quand même et on a du mal à s'en détacher. Et donc, d'un point de vue un peu macro, est-ce qu'il y a déjà eu des exemples de pays ou de villes entières qui ont réussi vraiment à changer, c'est-à-dire qu'il y avait un mode très voiture individuelle et qui ont réussi à changer massivement? Il y a déjà eu des exemples? Alors, il y a une ville qui s'appelle Hambourg, en Allemagne, qui n'est pas une petite ville, hein, et qui voudrait être la première ville sans voiture, à horizon 2020. Il y a, je vous parlais de ces APA, donc ces zones d'action priorité pour l'air. En anglais, c'est ZEV, Zero Emission Zone, donc Zero Emission Vehicles. Et là, vous avez plein de centres-villes qui sont restreints à la circulation. Les centres-villes piétons, ça existe déjà dans beaucoup de villes. Et petit à petit, ça va s'étendre. Le problème, une fois de plus, c'est que tant que les gens qui ont une voiture individuelle n'ont pas leur usage qui est contraint, ils la garderont. Je prends mon exemple. J'habitais à Paris avant, j'avais une voiture. Et je l'utilisais, en fait, tous les mardis, je devais aller jouer au rugby à Montigny-le-Bretonneux. Concrètement, c'était assez loin de la gare. Et concrètement, si j'avais voulu prendre Autolib pour y aller, j'aurais dû la prendre pendant 5 heures. Parce que là-bas, je peux la remettre nulle part. Et ça me coûtait à peu près 80 ou 100 euros par soir, quoi. Ce qui est un peu cher. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais ma voiture et j'essayais de la remplir avec des gens. Mais si on m'avait dit, écoute, ta voiture, au lieu de payer 10 euros par mois, tu vas payer 200 euros, je serais peut-être allé sur le site de Buscar en prendre une autre. Je me serais débarrassé de ma voiture. Mais là, pour 12 euros par mois, je dis, bon, ça me coûte 2 bières, c'est pas très cher. La réalité, c'est qu'on dit aux gens depuis 30-40 ans, il faut utiliser des voitures moins chères, etc., pas plus petites, consomment moins, etc. Et la réalité, c'est que les gens ne changent pas. Donc, on leur dit. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Non, mais les gens ne changent pas parce qu'on les incite pas à changer. Les bouchons, le stationnement, etc., c'est pas un problème d'aujourd'hui. Hein. Vous regardez des vidéos de Lina il y a 40 ans, hein, c'était la même chose. Hein. Il y en a une très bonne qui date de 1968 d'ailleurs sur la voiture électrique. Vous regardez Paris, c'était déjà des bouchons, on se garait déjà pas, et c'était déjà pollué. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait depuis 40 ans, tout simplement. Les bouchons font peut-être que certaines personnes qui sont à pied aujourd'hui n'achètent pas de voiture parce qu'elles voient bien que si elles le faisaient, ça. Mais le truc qui marche très bien pour contraindre l'usage de la voiture, ça s'appelle la loi de l'emmerdement maximum. Donc, et à Paris, ça a bien marché puisque quand on a repris de l'espace aux voitures pour les mettre au bus, ça a fait plus de bouchons, alors c'est peut-être un peu plus de pollution, mais les gens se sont débarrassés de leur voiture, ils en avaient marre de passer leur vie dans les bouchons. Et à un moment donné, quand vous passez trop de temps dans les bouchons, sachant que maintenant, quand vous êtes dans le transport en commun, il y a quand même un truc que vous pouvez faire que vous faites moins dans votre voiture parce que vous n'avez pas vraiment le droit, c'est d'être sur votre téléphone, à regarder Internet, Facebook, etc. Vous le faites quand même, et c'est pas autorisé, mais dans le transport en commun, c'est autorisé. Et donc vous perdez beaucoup moins votre temps qu'avant. Avant, si vous n'étiez pas, entre guillemets, à lire votre livre ou votre bouquin, vous faisiez un peu chier. Là, c'est pas le cas. Alors si je continue, parce qu'on a quand même quelques photos à regarder ensemble. Si on parle d'efficacité en ville, on va parler de deux choses. L'efficacité sur l'emprise au sol, on en a parlé, mais aussi l'efficacité énergétique. Finalement, une voiture, c'est un tas de ferraille. Faut pas le dire au constructeur, mais c'est un peu ça, c'est vraiment un tas de ferraille. Et donc, quand on regarde l'efficacité en mesurant le tas de ferraille déplacé par personne, la Renault Zoe, voilà, ça c'est la Renault électrique française, Cocorico, une tonne 4. Si je considère que mon taux de remplissage c'est 1,4 personnes, on dépasse 1000 kg pour déplacer une personne. Si je prends la Renault Twizy, qui est encore un objet assez stupide à mon avis, mais qui existe, ils n'en vendent pas d'ailleurs. Hein. Ils en ont vendu 10 000 la première année, maintenant il n'y a plus personne qui en veut. Vous avez quand même 500 kg par personne, donc c'est déjà un peu mieux. Bus, à condition qu'ils soient remplis, vous avez raison, hein, les bus vides, autant avoir une voiture, hein, c'est quitte à être vide. Oui. C'est du coup le taux de remplissage moyen du bus. Et là pour la voiture tu mettais 1,4 mais là le bus je pense que ça, sur la France je sais pas, je pense que ça dépend vraiment des villes. Pour là-dessus j'ai pas d'infos. Ouais, ça dépend beaucoup des lignes aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de villes alors. Je sais qu'il y a beaucoup de transports en commun qui sont saturés en général et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Les transports en commun et on sait en fait les bus les 3 quarts du temps effectivement sont à 3 personnes dedans. Sur la moyenne qui a été prise pour le secteur d'émission, c'est 21 personnes.
21 personnes. Ça, je regarde sur la dimension, je recevoir. 21 personnes, donc bon. Par personne. Ouais. Paris. Ouais, finalement, on revient à Zoé. Alors, énergétiquement parlant, on revient à Zoé, mais si on parle en mètres carrés par personne, on est mieux. Par contre, énergétiquement parlant, on est pareil, effectivement, si on est que 20 dans notre bus, qui fait 20 tonnes, ça revient à Zoé. Sauf sur le point de vue de l'énergie. Mais n'oubliez pas que le problème aussi, c'est l'emprise au sol. Et là, sur l'emprise au sol, vous êtes quand même mieux que d'avoir 20 voitures d'affilée. En constant, ça va être mieux parce que dans le guide des facteurs d'émission, quand même, le bus est à 3 fois moins d'émissions, grosso modo, que la voiture avec ce taux de remplissage moyen. Oui, parce qu'il consomme 30 litres si 6 litres pour la voiture. Mais dans les 20 tonnes du bus, à mon avis, il y a le poids des passagers. Et si on a plus de 20 personnes, il fait moins de 20 tonnes. Ah, Ouais. je suis pas sûr d'avoir mis pour les passagers, mais peut-être. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est ces deux lignes-là. C'est le vélo et le vélo électrique. Et est-ce que quelqu'un a déjà essayé la Renault Zoé? Personne? Bon, si. Alors la Renault Zoé, c'est une voiture 4 places avec 2 places à l'avant. En gros, à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de place. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, si vous comparez le vélo, si vous voulez être aussi efficace qu'en vélo dans votre Renault Zoé, il faut monter à 140 dedans. 2 je peux faire, plus je sais pas, mais c'est un chiffre qui parle. 140 personnes. Ok. Alors après, je dis bon, le vélo c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vous disent oui, mais si je prends le vélo, je vais arriver au travail, je pourrai pas prendre la douche, etc. C'est vrai. Vélo électrique. Là, vous n'avez plus le problème. Hein. Je vais refaire qui a déjà fait du vélo électrique? Pas beaucoup, hein. Je vous conseille d'essayer parce que c'est quand même une expérience assez particulière à vivre. En gros, si vous avez déjà fait du vélo contre le vent, vous avez déjà fait du vélo contre le vent. Bah, c'est pareil que quand vous avez le vent dans le dos, mais sauf que vous l'avez tout le temps. Et du vent qui souffle fort. Hein. Donc c'est assez impressionnant. C'est vraiment, vous n'êtes pas vraiment obligé de pédaler. Hein. Donc c'est vraiment un scooter, on pédale pas vraiment. Et ça, donc c'est capé à 25 km/h la vitesse. La vitesse moyenne en ville, c'est 16 km/h en voiture. Hein. Donc on n'en a pas besoin. Donc ça c'est vraiment le transport de demain. Et pourquoi c'est le transport de demain? Il suffit de regarder ce qui se passe en Chine par exemple. En Chine, ils sont dans un régime politique qui n'est pas complètement une démocratie, voire pas du tout. Ça a pas mal d'inconvénients, mais ça a certains avantages. C'est que parfois, on prend les décisions, que ça plaise ou non. Et donc, par rapport à leurs problèmes de pollution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des quotas de circulation en ville de voitures. Ils ont mis et ils ont interdit le 2 roues en ville. Interdit. Donc les motos, scooters, interdits dans la plupart des grandes villes de Chine. Et même, d'ailleurs, ils l'ont même interdit en électrique. Ce qui fait qu'ils vendent 25 millions de vélos électriques par an en Chine. 25 millions de vélos électriques par an, c'est 300 fois plus qu'en France, par personne. Et qui sont rechargés par les centrales à charbon. Qui sont rechargés effectivement par des centrales à charbon, mais c'est mieux que ça, centrale à charbon, que ça, centrale à charbon. Hein. Vous avez quand même un rapport de 1 à 70, donc effectivement, mais ils ont des programmes pour essayer de sortir à terme du charbon. Donc ce que je veux quand même dire, c'est que il se vend 150 vélos électriques pour 1000 habitants en Chine, chez nous c'est 0,5. 300 fois plus. D'accord? C'est pas parce qu'ils sont plus nombreux, hein. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils en achètent plus? Parce qu'ils sont contraints et qu'ils peuvent pas avoir de voiture, ils peuvent pas avoir de scooter, ils peuvent pas avoir de moto. Pas le choix. Le vélo électrique. C'est quoi la différence fondamentale entre le scooter électrique et le vélo électrique? C'est juste une question de taille et de poids? C'est une question de... Bah oui, c'est surtout une question de poids, oui. Un vélo, vous mettez juste... Un vélo électrique, c'est un vélo, vous mettez une batterie et un moteur dans la roue. Hein. Scooter, ça commence à être un peu plus lourd et un peu plus gros. C'est une question de vitesse. Comment? Tu parlais tout à l'heure du... Alors, c'est l'électricité en vélo, mais c'est le vélo qui produit sa propre électricité dans le vélo électrique. Non, vous avez une batterie. Batterie que vous rechargez. Une batterie qui est accrochée. Non, c'est une batterie que vous chargez. Ça n'existe pas les vélos avec une dynamo. Ah si, ça existe, mais ça fait de la lumière pour votre phare. Mais ça vous fait pas rouler, non? Et vous récupérez pas l'énergie. Voilà, on peut péter Juste, le prix du vélo électrique en France, je suppose que c'est pas vraiment en Chine, c'est peut-être quasi aussi cher qu'une petite voiture d'occasion. En France, un vélo électrique, ça vaut 500 €.
On vient à 500 € on trouve. Ou si vous regardez sur le site de Noroto par exemple, alors il vient de Chine, hein, c'est sûr que tous les vélos viennent de Chine, mais c'est sûr que si vous l'achetez en Chine, ça vous coûte moins cher. Hein. Vous allez là-bas, ça vous coûte $350, $300, mais en France, à 500 €, vous avez un vélo électrique pliable. Chez Noroto, je pense. Regardez sur le site. Et comme il est de mauvaise qualité, on change au bout d'un an. Comment? Et comme il est de mauvaise qualité, on change au bout d'un an. Je sais pas, vous savez... On divise, ah merde, ça fait 20 centimes de kilomètre. Non, c'est pas forcément de mauvaise qualité. Il y a quelque chose quand même avec le transport électrique, c'est que ça dure longtemps. Hein. Si vous vous baladez un petit peu dans l'est de l'Europe et que vous prenez le tramway, vous allez par exemple, je sais pas, à Budapest ou à Tallinn en Estonie, vous allez entrer dans le tramway, vous allez dire putain, il est vraiment pourri ce tramway. Et puis après, vous allez vous dire, mais en fait, c'est parce qu'il a 100 ans et qu'ils l'ont pas changé. Et après, vous allez vous dire, attends, on est vraiment trop con d'avoir enlevé le tramway il y a 100 ans et de vous avoir remis maintenant. Parce qu'en fait, le transport électrique, ça n'a pas d'usure, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Donc, maintenant, les vélos électriques, effectivement, il y a différentes qualités, mais généralement, ce qui va casser le premier, c'est la batterie, en général. Le vélo en lui-même, bon, et ça se change. Ça se change. Alors, le CO2. Donc, on a parlé de la voiture électrique, et ça fait une bonne transition avec ce que vous avez dit. Est-ce que la voiture électrique permet de faire baisser le CO2, comme le dit si bien nos amis de Renault, zéro émission? Ben non. Ça ne permet pas, parce que en fait, si vous vous intéressez à l'émission de CO2 sur le cycle de vie de la voiture, donc on analyse le cycle de vie qui inclut la production de la voiture, son cyclage, son utilisation, la production des équipements de recharge, faire le plein de la voiture, mais c'est équivalent pour la simple et bonne raison que nous produisons 40% de notre électricité au charbon dans le monde et que la tendance n'est pas du tout à la baisse. Pour l'instant. Elle n'est pas forcément à la hausse, mais on ne voit pas d'ici 2040, on sera à mon avis toujours au moins avec 35% au charbon. Donc, voiture électrique, pas forcément une bonne idée. Alors après, sur l'énergie, vous avez déjà entendu dire sans doute que la voiture électrique, ça consomme 4 fois moins d'énergie. Les gens disent 3 à 4 fois moins. Ben, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que si vous regardez juste la voiture, effectivement, le moteur électrique, il est plus efficace que le moteur thermique. Donc, il a une efficacité, un moteur thermique, c'est 20%, un moteur électrique, c'est 80% en gros. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la voiture électrique, et ça, les constructeurs, ils l'oublient assez facilement, il faut quand même la charger. Parce que sinon, elle n'avance pas la voiture. Et que quand vous la chargez, ben, il faut mettre de l'électricité, et que l'électricité, vous la produisez avec des centrales qui sont thermiques. Et donc, quand vous la produisez, vous mettez les 2 tiers à la poubelle. Donc c'est des rendements de 35%. En fait, la seule différence entre une voiture thermique et électrique, c'est où est la machine thermique, qui a un rendement de 40% ou 35%. Dans un cas, elle est dans la voiture, dans l'autre cas, elle est dehors. Et donc, énergétiquement parlant, en fait, la voiture électrique est meilleure que la voiture à essence, mais elle est moins bien que la voiture diesel. En termes d'énergie. Oui, oui. Non, c'est vrai, hein. C'est l'étude, d'ailleurs, c'est l'étude de l'ADEME qui a été donc on n'a pas trop parlé, mais qui a été publié en décembre dernier, et donc énergétiquement ça change pas grand chose. Alors, Ça dépend où tu charges ta voiture électrique. Voilà, Tu le charges en exactement. Norvège. Si tu le charges en Norvège, mais chargeons-le en France pour voir. Pour l'instant, on a encore un peu d'énergie nucléaire. Et alors, effectivement, en France, pourvu que la batterie soit produite en France, ce qui n'est pas le cas, puisque je pense qu'elle est produite en Corée du Sud, 40% de l'électricité au charbon, on commence à avoir des gains un peu plus de diviser par 2 nos émissions de CO2. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant. En France. Donc la France, je vous rappelle que c'est quand même le seul pays au monde qui a 40% de son énergie primaire au nucléaire, et donc 80% de son électricité. Mais après ça, pour l'électricité, justement, c'est que dans une question de politique publique, est-ce qu'il faut regarder la production marginale ou la production moyenne? Parce qu'on dit 80% d'électricité est faite nucléaire, sauf que si on dit voilà, on va développer la voiture électrique, ça veut dire qu'en fait, on va rajouter c'est la production marginale qu'il faut regarder. Et aujourd'hui, avec en tout cas les politiques annoncées, je suis pas certain que ça soit du nucléaire. Aujourd'hui, il y a quand même un développement, on a parlé des technologies, de communication, internet, etc. On est quand même assez capable d'aller charger, pas sur le marginal, mais plutôt la nuit où on est sur de la base et du nucléaire. Donc ça, c'est un débat qu'il peut y avoir. Effectivement, si on se met tous à 19h, c'est un peu con. C'est que si on augmente significativement la demande d'électricité, la nuit et au jour,
Donc en fait, finalement, c'est que puisqu'aujourd'hui, les projets de construction de centrales nucléaires sont quand même pas fantastiques, ce qui va se rajouter, c'est plutôt de faire tourner Porcheville et de faire tourner et des trucs comme ça. Je pense que pour la salle, je ne sais pas si ça parle à tout le monde ce que c'est que production marginale, production de base. D'accord. Donc production de base, donc ça c'est les effectivement c'est un grand cours. Production de base en France, en France c'est le nucléaire. Production de base, c'est les moyens qui mettent du temps à se mettre en place, donc ça va être le nucléaire, ça va être le charbon, le gaz un peu moins, mais dans certains pays ça va être du gaz. Ça vous permet de faire en gros la base de votre électricité, et puis dans la journée il y a des pics de consommation, et donc pour ces pics de consommation, on utilise des moyens de pic, et les meilleurs moyens de pic c'est hydraulique, parce que hydraulique, vous ouvrez la vanne, ça marche, vous fermez, ça marche plus, et je pense qu'il y a aussi le gaz qui a un temps de réaction qui doit être un peu de la semi-gaz. On peut parler des énergies renouvelables solaires et éolien, ça c'est pas vraiment de la base ou pas, c'est intermittent, donc ça marche quand il y a du vent ou quand il y a du soleil, et puis quand il y en a pas, ça marche pas. Donc là, la question c'est de savoir, en France, la base c'est le nucléaire, et quand on est sur notre pic de 19h, on va aller chercher un peu de charbon, un peu de gaz. Est-ce que finalement, quand on va charger nos voitures électriques, ce ne sera pas au charbon? Je pense que d'ici là, on sera capable de piloter de manière intelligente notre demande d'électricité, et donc je pense qu'on sera capable effectivement d'aller chercher de la base et non du charbon. Et effectivement, si on devait la charger au charbon, ce sera un peu con. Donc il faudra s'assurer de l'éviter. Pour vous dire sur la remarque, si tout le parc automobile il était en électrique là aujourd'hui, moi j'ai calculé, on rajoute 200 TWh. Et au final, ça fait. De puissance. Ouais, enfin 200 TWh. C'est ce qu'il de faut consommation. Changer toutes les voitures électriques si elles roulaient 12 000 km par an, comme aujourd'hui. Ça fait plus de 50% de ce qu'on produit à peu près aujourd'hui. Et donc il faut bien les produire. Mais quel est le taux d'occupation? Le problème c'est ça, c'est des centrales nucléaires la nuit. Le taux de charge des centrales nucléaires est de 20%. Non, elles sont pareilles le jour et la journée. Vous avez maintenant Oui, on va sur 80% tout le temps. Non, on peut la moduler. Non, mais ça module de 5%. Ah oui, non, de toute façon, quand tu as un break vert, tu as des jours où on tourne à 40%, on a une capacité de production, c'est-à-dire que toutes les centrales sont allumées à maximum. Donc, soit on dit, en hiver, on ne prend plus la voiture, soit on dit, on rajoute des centrales nucléaires, ou alors, si on ne veut pas rajouter de centrales nucléaires, qui est plutôt la politique actuelle, qu'est-ce qu'on rajoute qui peut faire de la base? Soit c'est beaucoup de vent, soit c'est du charbon, soit c'est du gaz. Moi j'aime bien la solution pour pas la voiture. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec les circulations alternées, ça a bien marché. Donc je pense que les mécanismes de pilotage de la demande et d'optimisation de taux d'occupation, d'utilisation sont des choses qui sont faisables. Mais moi ce que je voulais vous dire c'était pas ça. Une question sur. Tu as fait une remarque sur le lieu de production de la batterie, ça joue énormément sur le bilan, le lieu de production de la batterie? Alors, je sais pas ça aujourd'hui, mais le lieu de production, oui, c'est ce qui pèse beaucoup quand vous comparez finalement les bilans de CO2 d'une voiture thermique et d'une voiture électrique. La part de la production est beaucoup plus importante dans la voiture électrique parce que la production de la batterie consomme beaucoup d'énergie. Et beaucoup plus que juste produire un réservoir et produire l'air de la voiture. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est ça. Donc ça, c'est la 1 tonne 350, donc c'est un tout plus petit que la Zoé, 112 grammes de CO2. Et ça, c'est notre 500 kg, petite voiture, 99 grammes. Alors, c'est pas la Twizy, parce que la Twizy, elle est électrique. La Twizy, elle est là. Elle a 49 grammes. Mais quand j'ai vu cette chose-là, et je pense peut-être que certains d'entre vous étaient là, c'était une conférence du Shift Project sur la voiture électrique à Rueil-Malmaison en juin 2012, je pense. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on fait ça alors qu'on peut faire ça? Et il y avait quelqu'un de Renault, et donc je lui ai dit, écoutez, vous m'avez l'air bien préoccupé par le CO2 chez Renault, quand est-ce que vous faites une Twizy thermique? Il n'a pas répondu. J'attends toujours sa réponse, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Et je me suis dit, bon ben finalement, est-ce que le plus simple, si on est vraiment préoccupé par le CO2, parce qu'on se dit que on va avoir des enfants déjà et qu'on aimerait bien qu'ils aient quelque chose de correct, est-ce que le poids ce serait pas une piste finalement? Et donc je me suis dit, bon on va aller regarder l'historique, quel est le poids des voitures et l'historique du poids des voitures. Je vais poser une question, qui sait
le poids d'une voiture il y a 50 ans? Ou déjà le poids de voiture aujourd'hui? On va commencer par aujourd'hui, c'est plus simple. 800. Le poids moyen de la voiture française. Une tonne 4, une tonne 3, une tonne 4. Une tonne 3. La voiture allemande, en Allemagne, Une tonne 6. une tonne 5. Aux États-Unis, 2 tonnes. 2 tonnes 5. Une tonne 8. une tonne 8. Une tonne 8. En 1950 en France. Non, en 1960 en France. 700 kilos. 400. 700. On était à 750 kg, 758 kg. Et en fait, en 50 ans, on a pris 10 kg par an. C'est simple, 10 kg par an, 60 kg. 60% du poids. Et non seulement on a pris pas mal de poids, mais avant on faisait 40 chevaux. 40 chevaux, c'est déjà pas mal, hein, parce que c'est des vrais chevaux. Et là, on est à 110. Donc la puissance a été multipliée par 2,5 et le poids plus 500 kg, le prix divisé par 2. Et après, en fait, on allait voir les ingénieurs de chez Renault, on leur a dit voilà, la voiture aujourd'hui c'est 1 tonne 3, c'est 110 chevaux, c'est 500 km d'autonomie, c'est à peu près entre 15 et 20 000 euros, et puis tu la recharges en 3 minutes. Fais-moi une voiture électrique. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Ils n'ont pas réussi pour ça. Et ça, c'est aussi pour la raison pour laquelle vous n'êtes pas venu en voiture électrique aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, dans 1 kg de pétrole, vous avez autant d'énergie que dans 100 kg de batterie. Donc ça tient juste à la densité énergétique du pétrole. Est-ce que vous savez combien il faut de kilos de pétrole pour faire 500 km à peu près? Pour rouler 500 km en voiture, 30 kilos. on va prendre l'hypothèse que 1 kg par litre, bon, ce qui est pareil, hein, qu'à peu près 40 kg. Ok, on dit 8 litres au 100, 40 kg, 500 km. Hein? 500 km 5 kg, non, ça va être juste. Bon, 1 litre par kilo, 8 litres au 100, ça fait à peu près 40 litres, donc 40 kg. Alors, et si on veut faire les mêmes 500 km avec une voiture électrique, combien de batterie? 300 kilos. 300 kg de batterie? Ah, vous n'y arrivez pas jusqu'au bout, on a une tonne. Une tonne. Pourquoi une tonne? Parce que vous avez vu que un rapport de 1 à 100 sur la densité, mais de l'autre côté, vous avez un rapport de 1 à 4 sur l'efficacité. Donc ça vous donne un rapport final de 1 à 25, 40 fois 25, qui font une tonne. Donc si on rajoute une tonne à notre voiture de 1 tonne 3, on va pas être très loin de conduire un camion. Et donc ce serait pas forcément une mauvaise idée de faire des voitures un peu plus légères. Alors celle-là elle est assez marrante comme comparaison. Donc si on considère que pour se rendre un petit peu compte, j'en ai une plus lourde et plus simple. En gros, la consommation journalière d'essence de pétrole de kérosène aux États-Unis, c'est la consommation de 100 pyramides par jour. On va aller en nombre de personnes qui font du vélo. Si on se mettait tous à faire du vélo, on devrait être combien pour couvrir la consommation journalière d'essence de pétrole et de diesel aux États-Unis? Combien? On veut essayer de couvrir la consommation journalière d'essence, de diesel et de kérosène que aux États-Unis. On se met combien à pédaler pour le faire? 10 milliards. 2 milliards. Non, c'est la planète, y compris les Américains. Donc on se met à 7 milliards. On se met 7 milliards, on pédale et on va pouvoir leur offrir les mêmes services qu'avec le diesel, le pétrole et le kérosène. Donc ça c'est une autre comparaison qui est très drôle, c'est pour se rendre compte, parce qu'on ne se rend pas bien compte 1 litre de pétrole, ce que ça représente. Vous voyez bien ce que c'est une bouteille. 1 litre, vous prenez votre voiture, vous la poussez pendant 20 km, ça c'est 1 litre. Et là on se rend compte que ça représente un petit peu d'énergie. 1 litre, la petite bouteille, vous prenez votre voiture, pendant 20 km vous la poussez, et vous allez voir et vous aurez consommé 1 litre de pétrole. C'est bien. Alors, le problème, c'est que bon, le pétrole, c'est pas un problème, sauf que le problème, c'est que c'est ce qu'on utilise pour le transport, pour la simple et bonne raison que c'est liquide, à température et à pression constante, et donc comme c'est liquide, ça permet de le transporter facilement, et ça permet de le stocker facilement. Et c'est pour ça qu'on n'utilise que ça. Et ça pose fondamentalement
pas vraiment de problème, sauf s'il n'y en a plus. Et alors souvent on vous dit, bon, est-ce qu'il en reste beaucoup du pétrole les premières personnes vont vous dire, bah de toute façon c'est pas compliqué, il y a 40 ans on nous disait qu'il restait 40 ans, et aujourd'hui il nous dit qu'il reste 40 ans. Donc dans 40 ans on nous dira qu'il reste 40 ans, et tout ira bien. Bah en fait non, en fait c'est pas ça, parce que le problème c'est pas combien il en reste, parce qu'il en reste beaucoup, le problème c'est combien on va pouvoir en extraire. Et ça, ça dépend juste de quel prix on va pouvoir, à quel prix on va pouvoir se payer son extraction. En gros, il y a 40 ans, le pétrole, on se penchait en Arabie Saoudite, on mettait une paille, on aspirait et ça sortait à 5 $. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Vous allez aux États-Unis avec des méthodes un peu plus complexes, vous le sortez à 80 $. Et si vous allez au Kazakhstan, à Kashagan et que vous essayez d'en sortir, ce sera plutôt 125 $. 125 $, c'est pas très grave. Sauf qu'à 120 $, la demande elle se contracte parce qu'en fait, on peut pas se le payer 120 $. Et donc le pic pétrolier, c'est juste ça. C'est juste qu'on va arriver à un moment donné où notre économie ne peut plus se permettre de consommer du pétrole à ce prix-là. En gros, ça veut dire que, et ça s'est vérifié les 40 dernières années, dès que le prix franchit 120 $, l'économie entre en récession. Là, on est à 110. Alors, et après, il y a des économies qui sont plus ou moins subventionnées, donc qui peuvent se payer les prix du pétrole plus ou moins élevés. Nous, en Europe, il y a des gens qui ont beaucoup d'espoir pour faire beaucoup de croissance. Ça va être compliqué, hein. Si on ne trouve pas de pétrole, ça va être difficile. Alors, j'ai beaucoup de débats quand je défends la voiture légère. Les gens me disent, mais non, mais le futur, c'est la voiture, c'est l'innovation, c'est la voiture autonome, c'est la voiture machin, comme les Allemands. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le débat, c'est pas savoir si on veut une petite voiture ou une grosse voiture. Le débat, c'est de savoir si on veut une voiture ou pas se déplacer. Parce qu'en fait, quand il y aura moins de pétrole, et il y en aura beaucoup moins pour nous. C'est ça, vous avez juste la production de pétrole, mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui en veulent du pétrole. La Chine est passée le premier importateur mondial en 2013, devant les États-Unis, grâce à leur pétrole de schiste qui ne durera pas très longtemps. Mais donc ça veut dire que nous, en Europe, on en a de moins en moins. On en a de moins en moins parce qu'on en donne aux Chinois, en gros, et on en a de moins en moins parce qu'on en a de moins en moins aussi en Norvège, et peut-être bientôt avec la Russie, qui est quand même le premier producteur mondial et de pétrole et de gaz. Hein. Ça, c'est Monsieur Poutine. Bon, pas se fâcher trop vite avec lui. Hein. Sinon, ça va mal se passer, on est. Mais donc, des petites voitures qui consomment peu de pétrole et que les gens peuvent acheter. Parce que quand on vous parle de voitures électriques, on va vous parler de Tesla. Ah, super, Tesla, premier modèle, le plus vendu au monde. Bah super, ça coûte combien? 70 000 $. Bon. Bah c'est bien pour les riches, hein. Qui s'amusent bien avec leur voiture. Avant ils avaient des Porsche, maintenant ils ont une Tesla, ça change pas grand chose. Mais ce qu'il faut, c'est que le maximum de personnes puissent l'acheter. Donc, sinon ça sert à rien. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça marche et qu'au Japon, vous avez quand même déjà presque la moitié des voitures vendues qui sont des petites voitures. Pourquoi? Parce qu'au Japon, en gros, soit vous montrez que vous avez une place de parking et vous achetez une voiture, ou soit vous en avez pas et vous pouvez pas. Sauf les petites voitures. Vous avez en plus des taxes, des vignettes sur le poids et la puissance, mais voilà, dès qu'on a contraint l'utilisation de la voiture, les gens changent d'habitude. Ils ne le feront pas par plaisir. Dernier point, on n'a pas parlé, je vous en ai parlé de la balance commerciale. Moi, c'est un truc que j'ai du mal à reconstituer, mais ça m'a quand même amusé. Je suis allé regarder. Est-ce que vous savez déjà combien est le déficit de notre balance commerciale hors énergie? Parce qu'en fait, il y a deux chiffres qui existent. On dit le déficit total et le déficit hors énergie. Des nuls. Non, il a 13 en 2013, il était à 13 milliards et demi. Et l'objectif de ex-Nicole Brick, c'était 0 à la fin du mandat hors énergie. Si on remet l'énergie, on est à 65 milliards. Et là, en fait, vous avez l'évolution du déficit de la balance commerciale depuis 2004. Et en fait, si on regarde juste l'automobile et le transport et l'énergie, bah, ça fait juste 57 milliards. Donc, 85% qui est lié à ça. Deux raisons. L'augmentation du prix du pétrole depuis 98. Et l'autre raison, c'est qu'en fait, en 2004, on produisait 3,5 millions de voitures. Chez nous, en 2012, c'était 1,7 million. Moitié moins. Donc forcément, avant on en vendait aux autres, et puis maintenant on leur achète. Donc cette voiture,
cette mobilité du futur, si on peut la faire chez nous, pourquoi pas. Juste pour ce qui est de l'agriculture, comment t'expliques l'augmentation De entre 2004 et la partie verte? Ah, sur l'agriculture Ouais. Ah, ça, je n'explique pas parce que c'est pas mon domaine. C'est quasiment x2 sur ce graphe. Mais effectivement, il y a eu des variations importantes, mais je pense qu'on va être... alors, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Est-ce qu'ils mettent les... C'est aussi une question de cours de céréales. Parce que quand on a pensé Ah oui, il y a le prix des céréales qui joue beaucoup. Ouais. En 2008, les céréales valaient très cher, donc c'est pour ça qu'il y a un marron. Alors, donc l'énergie, bon, c'est un truc quand même, si on pouvait... Parce que ça veut dire que ça nous coûte cher. Soit. Et ça veut surtout dire qu'on dépend de quelqu'un d'autre. Par exemple, de Poutine. Bon. Donc si M. Poutine, et là je pense que la situation en Russie, on va pas en parler, mais ça va quand même s'aggraver assez vite. Hein. J'entendais ce matin en venant à la radio qu'il y avait déjà des petits trucs qui se passaient. Je pense que nos dirigeants ne se rendent pas bien compte, et ils vont vite le découvrir qu'en fait l'énergie, on en a besoin. Je me suis fait la remarque l'autre jour, je regardais le film Made in France. Il y a un documentaire Made in France assez marrant. Mais donc il fait que du Made in France. Donc il roule dans sa mobilette Made in France, etc. Mais j'ai essayé de lui envoyer un email, j'ai pas réussi à l'avoir. Je dis mais t'as juste oublié que ton énergie elle était pas Made in France. Hein. Donc si c'est Made in France, tu bouges pas. Tu restes chez toi ou tu prends le train, mais tu prends pas la voiture et tu prends pas la mobilette. Hein. Bon, alors c'est la géopolitique internationale, arrêtez d'acheter du pétrole. Qu'est-ce qui consomme de l'énergie en voiture? On va pas faire un cours de physique, mais en gros, en ville, c'est la masse. Et puis, au-dessus de 90 km/h, c'est plutôt l'aérodynamisme. Okay, l'aérodynamisme, et ça, c'est d'accélérer et de faire baisser, de faire ralentir une masse. Et donc, en fait, si on veut faire une voiture qui est très efficace en ville, eh bien, la façon la plus simple, c'est de faire baisser son poids. Qu'est-ce qu'on avait fait pour l'instant? Pour l'instant, les constructeurs, ils ont réussi à faire un truc assez fort, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire baisser les émissions de CO2, parce qu'il n'y avait que les émissions de CO2 qui étaient importantes, en augmentant la consommation d'énergie de la voiture. C'est-à-dire que l'augmentation du rendement de la voiture a permis de compenser l'augmentation de son poids. D'accord? Une Prius, c'est plus lourd, mais comme c'est un meilleur rendement, ça consomme moins. Mais ça, c'est la flèche rouge. Et puis après, il y a la flèche bleue. La flèche bleue, c'est on fait baisser le poids. Et on peut aussi faire baisser le poids d'ailleurs, tout en augmentant le rendement. Même nous l'interdit. Hein. Et ça vous permet effectivement de peut-être que les gens continuent à avoir une voiture. 1 litre. Alors, Jean-Marc Ayrault parlait de 2 litres au 100. Il y a un programme 2 litres au 100 pour 2020. Moi, je trouve ça bien 2 litres au 100, mais moi, je pense que 1 litre au 100, c'est possible demain, en fait. Ici, vous avez le poids de la voiture, et en abscisse, vous avez le rendement de la voiture, le rendement du moteur. Donc là, par exemple, c'est la voiture moyenne en 2009. Ça, c'est la Honda Insight, une voiture hybride. Ça, c'est la Prius, qui est plus lourde, mais qui consomme moins, comme je l'ai dit. Et là, vous avez quelque chose d'assez intéressant, qui est l'hybridaire de Peugeot, qui est un moteur hybride hydraulique, qui n'est pas du tout à l'air d'ailleurs. Et là, on voit des isocourbes de consommation, donc 3 litres au 100, 2 litres au 100, 1 litre 6 et 1 litre. Et vous voyez qu'en fait, si vous faites cette voiture de 600 kg, ou celle de 1960, vous tirez un trait, vous n'êtes quand même pas très très loin de 1 litre 100. Alors là, vous me direz, oui, mais vous êtes à 60% de rendement, et je connais pas beaucoup de moteurs qui sont à 60% de rendement. Non, sauf si vous prenez en fait une voiture électrique, ce qu'on appelle la voiture électrique à profulateur d'autonomie. Donc c'est une voiture électrique, vous mettez une batterie dedans, qui vous permet de couvrir 80% de vos trajets journaliers. Donc ça, si vous êtes en ville, c'est 30 km. Si vous êtes à la campagne, c'est 60. Et ensuite, vous mettez, pour les 20% des trajets restants, un petit moteur thermique efficace de temps qui vous permet de couvrir tous les autres usages. Ça vient un peu dans l'idée qu'on avait tout à l'heure, d'avoir quelque chose qui couvre 80% des usages, donc électrique. Et puis après, vous avez ce moteur thermique. Ça, j'avais présenté chez Peugeot, j'ai regardé la date hier, c'était en décembre 2010. Ils voulaient sortir cette voiture-là parce qu'ils avaient trouvé que l'idée de la Twizy était très intéressante. Ils voulaient faire pareil. Ils ont été peut-être bien inspirés de pas le faire, mais en tout cas, je leur ai montré que
la même voiture pour le même prix. Ils avaient 300 km d'autonomie. Et ça, en fait, c'est ce que les gens exigent. Si vous n'avez pas 300 km, les gens n'achètent pas. C'est l'autonomie d'un scooter en ville. Oui. C'est quoi la différence entre un avec une voiture d'autonomie et une hybride? C'est la même chose. Alors, très bonne question. C'est un vaste débat parce que c'est un sujet. En fait, vous avez différents types de voitures. On parle de la voiture pétrole normale, thermique, d'accord? Après, ça peut devenir une voiture hybride comme la Toyota Prius, où là vous avez le moteur normal qui reste là, et en plus vous avez un moteur électrique et une petite batterie, d'accord? Donc ça c'est hybride électrique. Après, cette voiture hybride, vous pouvez décider que vous pouvez la charger, et donc avoir une autonomie électrique plus importante. Ça c'est la Toyota hybride qui s'appelle plug-in. Et là, vous allez, au lieu d'avoir juste 1 ou 2 km en tout électrique, vous allez avoir 20-25 km. Et après, vous pouvez dire, je supprime le moteur essence. Je pars plutôt dans la voiture électrique. Donc, soit je mets une voiture électrique et je reste que avec des batteries, et donc je roule autant que mes batteries me le permettent, ou soit vous pouvez rajouter un petit prolongateur d'autonomie. Donc là, c'est un petit moteur, c'est plus un gros moteur. Donc, c'est une voiture hybride parce qu'elle a 2 énergies, mais on part plutôt de la voiture électrique. Et ça s'appelle, dans le jargon, ça s'appelle voiture électrique à prolongateur d'autonomie, ou autonomie prolongée. Et sur cette voiture, est-ce qu'il y a de la récupération d'énergie Oui. de freinage aussi? Dès que vous êtes sur un moteur électrique, vous récupérez l'énergie. Si vous pouvez la stocker, si vous avez moyen de la stocker, donc là il y a une batterie, donc on la stocke dans la batterie. Si vous êtes sur un hybride air, on pourra en parler peut-être après, mais ça n'a rien à voir. C'est du stockage de puissance. Même si c'est un mot un peu compliqué, c'est du stockage de puissance, c'est pas du stockage d'énergie, donc vous en stockez très peu et vous le redonnez très vite, mais à la fin de l'histoire, c'est mieux. Voilà. On pourra en reparler. Hein. Alors il faut quand même savoir que cette voiture, on l'a fait en 1941, ça s'appelait la voiture électrique légère en ville, VELV, elle pesait 350 kg, elle était électrique, hein, et elle roulait à 36 km/h. Donc si vous faites plus de 60% sur le poids, et fois 2,5 sur la puissance, vous retrouvez cette voiture-là et on retrouve les ratios qu'on avait vus tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible parce que on l'a déjà fait depuis 1946 avec la Matis Andro, et que si on regarde tout ce qui a été fait depuis ce temps-là, on tombe sur un poids moyen de 450 kg avec un écart-type de 150 kg. Donc même si on se met un peu large en rajoutant l'écart-type, on tombe à 150 kg par personne, ce qui fait 600 kg. Et après, ce qui est important, c'est de différencier les usages. En ville, par exemple, ce qui va être le plus adapté, ce sera plutôt la voiture de Peugeot, hybridaire. Parce que là, en ville, se charger avec une voiture électrique, ça cochait quand même. Hein. Si vous habitez à la campagne ou en périurbain et que vous avez un pavillon, là, vous pouvez vous charger chez vous. Ça, c'est pratique. Donc ça, ce sera la voiture qu'on avait vue avant. Voiture électrique avec un prolongateur d'autonomie. Et ça me fait encore de le dire, mais si votre voiture, elle fait surtout que de la route, et bien là, le plus efficace, c'est la voiture diesel. Avec, en diesel, avec la norme Euro 6.2, qui veut dire que vous arrêtez les particules, vous arrêtez les NOx, et que vous vous assurez que vos systèmes marchent sur l'ensemble de la durée de vie de la voiture. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Là, j'ai appris ça l'autre jour. Je trouvais ça assez intelligent, parce que normalement, vous avez un filtre à particules. Bon, au bout de 100 000 km, il est mort, et puis après, bon, vous les mettez tranquillement. Non, là, ils ont réfléchi, ils se sont dit, bon, bah, c'est bien quand c'est neuf, mais c'est aussi bien si ça pouvait durer, parce que finalement, la voiture, elle reste quand même 15 ans, et donc ce serait pas une mauvaise idée que ça dure plus longtemps. Alors, est-ce que c'est si compliqué que ça? Je voulais quand même vous montrer ça, parce qu'elle est drôle. Ça, c'est la voiture de l'ingénieur. C'est la voiture parfaite. Donc, le mec qui a fait ça, il s'appelle Monsieur Jean Andro. C'est la Matis Andro. C'est la voiture parfaite en termes de poids, en termes d'aérodynamisme et en termes de rendement. Et donc c'était quand même en 1946. Donc ils n'avaient pas internet, ils n'avaient pas les ordinateurs, ils n'avaient pas tout ça. Ils ont quand même réussi à faire une voiture qui faisait 3 roues, on pouvait mettre 3 personnes, qui faisait moins de 400 kg, 3,40 m, 3 litres 100. Et donc c'était il y a un peu plus de 2 fois 33 ans parce que ça marche pas, ça marche plus cette histoire. Mais donc aujourd'hui, quand on vous dit que c'est pas possible, alors vous dites quand même, on voit la vitesse. Hein. Là, on était les 2 litres 100, on les avait en 1946. Hein. On n'est pas obligé d'attendre, 2020. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter.
ce matin et je reste disponible pour d'autres questions.